Bienvenue sur Hémisphère droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur, ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles. Salut Roxane, je suis super contente de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère droit et je te laisse te présenter. Salut Anna, écoute, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, c'est un vrai plaisir. Donc je m'appelle Roxane, j'ai 28 ans, je vis à Lyon depuis peu, j'ai quitté la capitale il y a environ 6 mois et je suis donc UX Researcher à mon compte en freelance depuis environ 1 an. Super. Alors écoute, avant d'en venir un peu à ton métier, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous présenter l'ensemble de ton parcours depuis tes études jusqu'à aujourd'hui? Ouais, bien sûr. J'ai pas un parcours hyper classique. En termes de design, j'ai fait tout bêtement, tout simplement une école business, une école de commerce en France, à Strasbourg, en marketing. Donc je suis partie pendant ce cursus-là pendant 1 an aux États-Unis, à Indianapolis. Donc pas du tout la ville qui fait rêver sur le papier. Donc j'ai fait 1 an aux US et c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé à mettre un peu les doigts dans le marketing digital et principalement par un cours avec un prof. Quelque chose d'hyper intéressant aux US, c'est que certains profs sont aussi, travaillent aussi à côté. Parce qu'on a quand même beaucoup moins en France. Et donc ce prof-là dirigeait lui une agence digitale. Avec un pan UX, ce que je connaissais pas du tout à l'époque, mais en tout cas, on a pu, pendant cette année-là, passer quelques temps dans son agence, rencontrer des vraies personnes, des vrais designers, des vrais graphistes, etc. Et donc, ça m'a permis de mettre un petit peu le doigt déjà là-dessus. Je suis rentrée en France, j'ai fait un stage de fin d'études, toujours en marketing, en trade marketing, chez Heinz. Donc, c'est le grand groupe qui possède les marques Wonderbra, Playtex, etc. Donc, encore marketing à ce moment-là. Mais je passais là aussi pas mal de temps en boutique, avec les vendeuses, avec les clientes. Mon objectif, c'était de créer les scénographies vitrines. Et je me suis rendu compte assez vite qu'en parlant avec les vendeuses, avec les clientes, je pouvais réussir à comprendre un peu quels étaient les besoins, les envies, quels étaient les produits qui étaient les plus attendus, les plus appréciés. Et je me suis demandé simplement s'il n'y avait pas quelque chose derrière tout ça, un vrai métier. Donc c'est là que j'ai compris ce qu'était un peu l'expérience client. À ce moment-là, pas encore l'expérience utilisateur. J'étais toujours pas dans l'univers, on va dire, plus digital, produits digitaux, etc. Mais donc j'ai terminé ce stage-là. J'ai regardé ce qui se faisait à Paris, donc, en termes d'expérience client, d'expérience utilisateur, s'il y avait des agences, des entreprises là-dessus. Et j'ai donc trouvé une agence digitale, une agence spécialisée dans la user experience qui s'appelle Accence. Évidemment, j'ai pas rejoint cette agence en tant que UX researcher directement. J'ai dû faire mes armes. Je suis d'ailleurs rentrée donc en tant que chef de projet UX. Donc pendant environ 1 an et demi, mon rôle ça a vraiment été de cadrer les équipes, donc du UX designer, du UX researcher, de data analyst, pour leur donner le cadre de travail le plus agréable, le plus optimal possible pour qu'ils puissent simplement faire leur métier, ce pourquoi eux étaient bons, tout en ayant en tête bien sûr les objectifs du client. Donc j'ai vraiment été dans cette posture plutôt de donner le cadre pour laisser les autres profils faire le métier, et c'est ce qui m'a permis de me rapprocher du métier du UX Researcher. Je voyais des personnes à l'agence qui étaient juste, que je trouvais moi fabuleuses, avec un mindset incroyable. Je trouvais le métier du UX Researcher juste dingue, de se dire d'avoir pour métier de parler avec des gens,
de comprendre leurs problèmes, de rentrer un peu dans leur vie finalement. C'est quelque chose qui correspondait déjà beaucoup à ma personnalité. Voilà, je sentais que j'avais déjà une appétence pour ça. Donc, au bout d'un moment, donc au bout d'un an et demi, 2 ans, j'ai demandé un changement de poste. J'ai eu beaucoup de chance parce que donc cette agence m'a fait confiance, a accepté donc que je tente l'expérience donc en tant qu'UX researcher. Et j'ai commencé directement sur un projet hyper impactant, hyper intéressant pour Air France, où on a été donc 2 UX researchers, un UX researcher qui lui avait pas mal de métiers, beaucoup de métiers, mais qui venait d'arriver à l'agence, et donc moi qui rentrais dans le métier, mais qui connaissait bien l'agence. Donc on a pu faire un duo qui se complétait pas mal sur cette mission-là. Donc j'ai fait mes armes sur ce premier projet, puis après tout s'est enchaîné. Il y en a eu pas mal, donc sur de la banque, de l'assurance, plein de choses différentes. Et j'ai pu donc terminer ensuite mon parcours, en tout cas chez Axence, en tant que coach UX Research dans la banque, dans une grosse boîte de banque. Donc j'ai accompagné une équipe pendant environ 9 mois en tant que coach UX Research, donc pour leur apprendre à faire plus qu'en faisant à leur place, vraiment pour leur donner les méthodes, pour leur donner le mindset, pour désacraliser un peu la research, leur donner des bases pour qu'ils soient plus centrés utilisateurs, qu'ils aient en tout cas le courage, la force d'aller parler eux-mêmes à leurs users. Et c'est un petit peu à ce moment-là donc, où j'étais plus dans le cocon agence, mais un peu livrée en tout cas à moi-même dans cette entreprise, que j'ai compris que je pouvais aussi m'en sortir toute seule, entre guillemets. C'est ce qui m'a donné envie de faire mon chemin à moi. Je pense avoir aussi un mindset entrepreneurial qui est assez fort. J'aime beaucoup le challenge, j'aime beaucoup me dire que c'est moi-même qui porte ma petite entreprise. J'aime beaucoup rencontrer des gens, identifier des potentiels problèmes chez de potentiels clients. Voilà, j'ai eu ce besoin de faire de tenter l'aventure. Donc, je me suis lancée à mon compte il y a 1 an de ça. J'ai fêté ma première bougie là, il n'y a pas très longtemps. Donc, ça fait 1 an que je suis à mon compte. Et très honnêtement, je m'éclate. Je m'éclate pourquoi ? Parce que en fait, c'est hyper intéressant. Le métier du UX Researcher est d'une part assez nouveau, et très spécialisé. Il y a beaucoup d'UX designers qui font aussi de l'UX Research, et il y a encore peu d'UX Researcher et très peu d'UX Researcher en freelance. Et en même temps, les entreprises se réveillent, on va dire vraiment de plus en plus sur cette compétence. On en parle de plus en plus, elles ressentent de plus en plus qu'il y a un besoin, en tout cas un besoin en support, donc pour venir aider les équipes, que ce soit les équipes produits, les équipes marketing, com, les dirigeants, pour les aider à prendre aussi des décisions plus éclairées. Donc tout ça bouge pas mal, et on est encore pas beaucoup. Donc voilà, beaucoup de challenges. Je pense qu'on en parlera un petit peu après. Et en tout cas, moi, j'ai aussi fait le choix d'accompagner une typologie d'entreprise bien spécifique. Aujourd'hui, j'accompagne exclusivement des startups et des scale-up françaises, donc dans toutes leurs problématiques research. Donc autant pour les aider en faisant moi-même des missions pour eux, principalement long terme. Je pense qu'on en parlera aussi. La research, c'est selon moi pas la même chose que l'UX design en termes de freelancing. C'est compliqué, voire, selon moi et de ma vision, infaisable d'arriver uniquement pour 1 semaine, 2 semaines chez un client et partir ensuite. Donc c'est plutôt des missions long terme. Et donc voilà, soit je fais des missions pour eux, soit je les aide, je les accompagne à savoir comment faire un peu ou mieux certaines choses donc de l'UX Research par eux-mêmes. Super.
Et donc par rapport à ces types de missions-là, j'ai pu revoir que tu travailles chez Swile, donc qui est l'ex-launcher, donc qui est dédié à la création de tickets restaurants de façon digitalisée. Donc c'est une solution bien particulière qui a vraiment fait ses preuves ces derniers temps. Ouais. C'est quoi une journée type? Comment tu t'organises, sachant qu'évidemment, comme tu l'as dit, ce sont des missions qui sont plutôt sur le long terme. Donc, comment tu mets en place un process de travail autour de la user research de façon plus spécifique que l'UX en tant que tel? Ouais. Déjà, point important, en tout cas intéressant, j'accompagne plus Swile en tout cas pour le moment. On a fait un bon chemin ensemble, effectivement. Donc j'ai bossé avec eux pendant 2 mois quand ils étaient encore launchers. Ça paraît très très loin, mais c'était juste l'année dernière, à la même époque, sur une fonctionnalité bien spécifique. On s'est quitté un petit peu, on s'est retrouvés au mois de mars. Et là, on a fini la mission, on a fait énormément de choses sur les 8 mois. Donc, on a fini la mission là il y a quelques semaines. Mais effectivement, en tout cas, avec Swile, on a bossé ensemble full time pendant tout ce temps-là. Une journée type chez eux. Alors, très honnêtement, et c'est un peu bateau à dire, mais il n'y en avait pas forcément. Mon objectif, déjà, pour moi, que ce soit avec Swile ou avec mes autres clients, c'est vraiment je pars du principe que la recherche ne doit pas être académique, qu'on ne peut pas arriver avec ces grosses chaussures du UX Researcher dans une entreprise et encore moins dans une start-up qui a une vélocité énorme, qui sont pas les plus friands de process lourds, etc. Et la research peut sembler comme étant quelque chose qui peut prendre du temps, qui peut ralentir les process. Et ça peut être vrai effectivement si on est sur des research des dispositifs assez lourds d'ampleur. Donc moi, mon objectif, ça a toujours été de comprendre déjà le fonctionnement de mon client. Quelles sont les équipes qui interagissent entre elles, quelles sont les équipes qui vont avoir besoin de mon support, quels sont les process, ou en tout cas les manières de travailler en place pour adapter mes méthodes à la manière dont travaille l'entreprise. Je pense que c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on va réussir à avoir des ambassadeurs aussi chez nos clients. Parce que, encore une fois, la research, c'est pas une compétence extrêmement connue. Il n'y a pas une définition commune donnée par tous. Ça dépend beaucoup de quelles sont les expériences que les personnes avec qui on va travailler ont vécues dans le passé, des entreprises dans lesquelles elles ont bossé avant, de leur mindset, de plein de choses. Donc je pense qu'il faut vraiment réussir à rassembler les différents profils de l'entreprise autour de la research, mais en voyant la research comme étant quelque chose de simple à mettre en place, qui ne fait pas perdre de temps et qui permet donc de nourrir les équipes en insights de manière assez rapide pour sécuriser le travail. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc si on prend l'exemple de Swile, on a fait énormément de research, donc beaucoup d'interviews explo, du quanti, des tests utilisateurs. Mais les méthodes, elles ont toujours été twistées. Je veux dire, tu vois, si je prends on va dire un dispositif de test classique du moment où on va recruter les participants jusqu'au moment où on va restituer les résultats du test, voilà, de manière assez classique, ou comme on le fait en agence, ça peut prendre 2 semaines. Chez Swile, je le faisais en 2-3 jours. Parce que c'était hyper important d'aller vite et c'était hyper important de montrer que ça n'allait pas ralentir les équipes sur la production. Ouais, et du coup, en termes de livrables, tu parles d'interviews exploratoires, tu parles j'imagine aussi de recrutement utilisateur, des ateliers. Comment tu t'y prends en fait? Et donc voilà, quelles sont les étapes un peu de ces rendus-là de façon très concrète, c'est-à-dire que vu que c'est du freelancing, j'imagine que même si tu es amené à collaborer avec des product managers, des designers, même UX UI, donc qui vont être concentrés sur d'autres aspects du design,
design. Comment tu t'y prends à la fin du projet pour délivrer l'ensemble de ces informations qui soient déployées sous forme d'insight? Ouais. Encore une fois, ça dépend beaucoup du client et ça dépend beaucoup de l'organisation chez le client. Ça dépend des équipes et des attentes. La question que je me pose toujours et que je pose toujours avant de débuter une research, déjà, c'est de savoir quelle est la vocation du travail qui va être fait. Est-ce que les interviews Explo qu'on va faire, est-ce que les tests utilisateurs qu'on va faire ont pour vocation simplement de nous aider, enfin d'aider le client à prendre des décisions rapides sur le produit, à arbitrer entre deux designs, ou est-ce que ça a pour vocation de convaincre des stakeholders, d'affiner une proposition de valeur. Ces questions-là, je pense qu'elles sont extrêmement importantes à se poser et à poser aux clients avant de démarrer une research, parce que c'est ça qui va calibrer le livrable. Si le client a besoin d'avoir des insights frais pour arbitrer, avancer en conception, sécuriser la conception, dans ces cas-là, et s'il faut aller vite, dans ces cas-là, pour moi, on peut limite se passer d'un rapport extrêmement construit, chiadé, etc., pour aller à l'essentiel, peut-être même faire un atelier de débrief avec les product designers, les product managers, le market, etc., pour toute personne qui puisse être impliquée dans le projet, pour débattre ensemble de ce qui a été entendu, voir quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver aux problèmes qui ont été identifiés. Ça, c'est un peu la manière de faire la plus rapide pour moi. Et si l'objectif, par contre, c'est vraiment de convaincre, donc potentiellement à un niveau plus stratégique, alors là, je pense que c'est essentiel d'avoir un document qui permette de mettre en avant les points majeurs qu'on a appris pendant les discussions avec les users, les différents axes vraiment importants et intéressants à mettre dans la balance par rapport aux besoins du business. Donc vraiment avoir ces axes-là, besoins utilisateurs par rapport aux besoins business, pour que ce soit un document qui puisse aussi être autoporteur, garder un peu dans le temps, même si on sait que tout ça a une espérance de vie relativement limitée, vu que tout change, les contextes changent, les users changent, etc. Mais avoir ce document-là, en tout cas, qui puisse être autoporteur, nourrit vraiment de beaucoup de quotes utilisateurs pour justifier et voilà. Donc en fait, tout ça pour te dire que ça peut être plein de choses différentes. On parle aussi, ça peut être des expériences maps, ça peut être des supports beaucoup plus visuels, beaucoup plus modulables aussi. Je pense qu'il faut être créatif dans la research. Je pense que, et encore une fois, c'est très lié au fait que je pense que la research peut être perçue comme quelque chose de très trop académique. Je pense qu'on peut être hyper créatif en étant UX researcher, et donc même si on n'est pas UX designer et même si on est issu d'une formation marketing et qu'on ne touche pas à des outils design comme c'est mon cas par exemple, je pense qu'on peut être très créatif sur les livrables. Là je te parle de rapports, je te parle d'ateliers de débrief, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus créatif, mais on peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer un salon des insights, que ce soit digital ou que ce soit dans une vraie salle. On peut imaginer créer des personas taille réelle pour mettre nos users autour de la table. On peut imaginer plein de choses. Pour moi, il faut que ça parle aux clients. Et encore une fois, pour moi, un UX researcher, c'est pas uniquement être UX researcher, c'est pas uniquement parler à des utilisateurs. En freelance, c'est aussi comprendre au mieux son client, comprendre le mindset de son client. Donc là, je parle bien client, l'entreprise pour laquelle on travaille. Comprendre quels sont les livrables qui vont être impactants. C'est essayer des choses, transformer. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tenter un premier livrable, de le rechallenger avec le client, de voir si c'est effectivement ça qui est pertinent, intéressant pour les équipes ou pas, ou si on peut l'améliorer.
Et je pense que tout dépend aussi du projet et de l'organisation des équipes pour savoir jusqu'où on peut aller en tant que UX Researcher dans le projet. Où est-ce que entre guillemets, ça s'arrête? Est-ce qu'on fait la research? Est-ce qu'on partage aux équipes et puis on passe à autre chose? Ou est-ce qu'on fait la research, on partage aux équipes et puis on continue à bosser avec les product designers, les PM, les PO, les devs. Voilà, ça dépend beaucoup du client et de l'orga pour moi. Yes, ouais, je comprends très bien. Et par rapport à ton expérience, est-ce que ça t'est déjà arrivé en fait qu'on t'appelle pour faire de la user research, on va dire, pour affiner par exemple, tu l'as dit, une proposition de valeur, et qu'au final, au cours des interviews exploratoires, tu as pu constater qu'il y avait une fonctionnalité clé qui pouvait être déployée dans la roadmap, et à ce moment-là, est-ce que tu as pu en fait repenser, je sais pas, la stratégie produit de l'entreprise pour implémenter cette fonctionnalité qui est en fait essentielle et que typiquement les autres membres de l'équipe n'auraient pas détecté? Très honnêtement, ça arrive. Alors, j'ai pas envie de dire tout le temps, mais très souvent. Simplement parce que d'être UX Researcher d'une part, mais d'être UX Researcher en freelance, ça apporte un regard frais. Je suis persuadée que beaucoup d'entreprises fonctionnent très très bien par l'intuition, par la connaissance qu'ont les équipes du produit et de leurs clients, de leurs utilisateurs. Parce qu'on parle de l'UX Research, mais tout ce qui est fonction support, CSM, Customer Service, etc. Enfin, c'est des personnes qui sont des bibles de connaissances clients aussi. Mais je pense qu'en arrivant en tant que UX Researcher freelance, en étant non biaisé parce qu'on n'a pas justement cet affect produit que peut avoir chaque personne dans l'entreprise, ça apporte forcément des idées nouvelles ou au moins ça permet d'attaquer ou de percevoir un problème sous un nouveau prisme. Donc on peut toujours faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux concepts, penser à de nouvelles solutions. Après, moi, je pars du principe, et je pense que toute personne qui fait de la user research pensera la même chose que moi. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'apporter des solutions à mon client. Pour ça, il y a des personnes qui sont extrêmement qualifiées et qui savent très bien le faire, qui sont l'autre pendant de mon métier, qui sont les UX designers. Moi, j'ai vraiment la posture de celle qui va rapporter les problèmes, comprendre le problème, rapporter les problèmes, hiérarchiser ces problèmes pour aider les équipes à trouver là où les meilleures solutions pour adresser ces problèmes. Et ensuite, confronter à nouveau ces solutions à des users pour voir si le problème est réduit, si le problème a disparu ou s'il est encore là, et du coup, si on n'a pas pris le problème sous le bon prisme. Donc à chaque fois qu'on fait une research avec des clients, ça fait émerger de nouvelles idées, ça fait émerger de nouveaux problèmes et donc de nouvelles potentielles solutions. Ça, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est la même chose, qu'on trouve donc de nouveaux problèmes, de nouvelles solutions, et ensuite c'est en team avec les équipes qu'on essaie de voir quelles sont les solutions les plus pertinentes et comment les adresser. Et par exemple, si on revient sur ton expérience chez Itch, est-ce que tu peux nous présenter quelques idées qui ont pu émerger? Alors chez Itch, on a bossé ensemble sur l'expérience passager. Donc l'expérience de bout en bout, du moment où la personne va se dire qu'elle doit prendre un VTC, qu'elle souhaite prendre un VTC. On a essayé de comprendre quels étaient les triggers qui faisaient qu'une personne allait choisir un VTC plutôt qu'un autre, déjà. Puis toute l'expérience dans la voiture. Et enfin l'expérience de fin de voyage, donc à partir du moment où la personne est sortie du véhicule. On a pu voir qu'il y avait donc différents personas, différentes manières donc de vivre l'expérience, en tout cas Itch, et quelque chose de très important, c'est qu'on a pu se rendre compte que pour la majorité vraiment du public féminin, et ça c'était pas uniquement lié à Itch, absolument pas,
mais on a une notion de sécurité qui est extrêmement forte en VTC. On avait beaucoup de femmes qui prenaient le VTC en restant au téléphone avec une amie pour montrer qu'elles étaient bien avec quelqu'un, qui ne regardaient pas uniquement la plaque d'immatriculation, mais vraiment la photo du driver pour se rendre compte si c'était bien le bon chauffeur ou pas qui était dans la voiture. Et donc, en mettant bout à bout tout ça, on s'est rendu compte qu'une des priorités, en tout cas à ce moment-là, c'était réellement d'apporter encore plus de réassurance, et encore plus de réassurance que sur les autres plateformes VTC, autour de la sécurité pour les femmes notamment. D'accord. Et donc là, en fait, ça t'a permis j'imagine, beaucoup d'interviews exploratoires qui en découlent. Comment tu t'y prends, en fait, pour segmenter les cibles dans un produit qui est aussi vaste que Hitch? Oui, très bonne question, parce qu'effectivement, pour moi, la réussite d'une research, elle passe évidemment par la manière de modérer, d'animer l'interview, par la manière d'analyser les insights derrière, etc. Mais le pilier d'une research qui va apporter des insights qui ont de la valeur, c'est réellement le ciblage, le recrutement. C'est s'assurer qu'on parle aux bonnes personnes par rapport aux problèmes qu'on souhaite tacler. Et pour moi, là-dessus, ce qui est hyper important, c'est déjà s'assurer que tout le monde est bien d'accord sur le problème research qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher, qu'est-ce qu'on connaît déjà, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, quelles sont nos zones d'ombre, quelles sont les choses qu'on souhaite apprendre. Et c'est vraiment avec mes clients en décortiquant tout ça qu'on arrive réellement à trouver un problème finalement pas forcément étroit, mais en tout cas un problème assez fin. On a une idée commune vraiment du problème qu'on souhaite résoudre. Et ensuite, par rapport à ce problème-là, on décide qui on doit aller adresser. Est-ce que c'est une typologie de personnes sur, je sais pas, sur une ville en particulier? Est-ce qu'on doit répartir sur donc différentes zones géographiques? Est-ce qu'on doit répartir suivant des tranches d'âge en particulier? Est-ce qu'on doit répartir suivant une appétence digitale, une fréquence d'utilisation du produit? À un moment de la vie du produit, donc l'adoption ou le repeat, etc. Toutes ces questions-là, il faut qu'on se les pose et il faut que le panel soit le plus représentatif possible de la réalité et donc des clients réels du client. Donc, à partir du moment où on a défini, on va dire, ces critères primaires, ceux qu'on doit absolument remplir, les personnes qu'on souhaite absolument rencontrer, puis les critères secondaires, on va dire, les critères qui restent importants, mais sur lesquels on peut quand même être un peu moins, on va dire un peu moins strict. Et ben on va aller chercher dans la base de données clients ou sur des panels externes des personnes qui rentrent dans ces critères. Et pour moi, ça c'est extrêmement important parce que on le sait bien, on ne va pas aller interroger, je sais pas, sa mère, son ami, un ami d'amis pour répondre à nos questions. Je pense que ça, les entreprises et en tout cas les personnes le comprennent de mieux en mieux. Il faut qu'on parle à des gens qu'on ne connaît pas, soit pour éviter déjà pas mal de biais, mais il faut aussi qu'on parle à des gens qui rentrent dans notre cible et qui vont pouvoir nous donner des insights qui vont permettre de faire aller notre produit dans la bonne direction. Et donc, ouais, pour moi, réussir à cibler bien des utilisateurs, ça passe d'abord par cibler bien le problème qu'on souhaite adresser. Ouais, tout à fait. Et du coup, on parle aussi de quali et de quanti. Donc, du coup, ce sont des notions en fait qui définissent un peu la user research. Ouais. Quels sont les outils que tu utilises à ce niveau-là? Parce que du coup, pour les interviews exploratoires, ça va plus être la prise de notes, donc il n'y a pas forcément d'outils de référence. Mais j'imagine que pour tout ce qui va être en rapport avec le quantitatif, tu as des outils spécifiques. J'imagine également, c'est en fonction de l'entreprise que tu accompagnes.
Ouais, ça dépend vraiment de l'entreprise et ça dépend vraiment des personnes qui sont déjà, on va dire, sur place. Il y a des boîtes qui ont déjà des compétences, des personnes qui ont des compétences solides en data analyse, en product analyse. Et dans ces cas-là, c'est l'éclate. Il y a juste à bosser ensemble. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment cette notion hyper importante en research qui est de collaborer avec des personnes qui vont être en mesure de donner des pistes. Et donc, pour moi, la data analyse, la research, la product analyse, c'est vraiment des fonctions qui doivent travailler ensemble. Le quanti va permettre de donner des pistes, comprendre, enfin identifier en tout cas des moments de l'expérience où il y a un manque, où il y a un problème. Et le quali, donc par la research exploratoire, par exemple, le test utilisateur, va permettre de comprendre le pourquoi. Donc en fait, on a vraiment cette notion d'identifier le quoi par du grand nombre et comprendre le pourquoi par des panels beaucoup plus réduits, mais en passant beaucoup plus de temps avec les users pour échanger et vraiment creuser les problèmes. Donc il y a des entreprises où déjà il y a un pan data quanti qui est bien là, bien développé. Et puis parfois c'est en cours de construction ou alors voilà, on n'est pas encore hyper branché là-dessus. Et dans ces cas-là, en tant que UX researcher, on peut aussi faire des études quantitatives. Et puis dans tous les cas, on peut toujours en faire des études quantitatives, donc par des questionnaires quantitatifs, par exemple, qui vont nous permettre, encore une fois, d'identifier beaucoup le quoi. Parce qu'on passe majoritairement par des questions fermées, donc on ne peut pas creuser les sujets comme on pourrait le faire sur de l'interview, par exemple. Mais ça fonctionne extrêmement bien pour soit donner du poids à des insights qui auront été découverts en quali, donc vraiment s'assurer que je sais pas, des problèmes qui ont été identifiés sont des vrais problèmes d'un point de vue quanti, ou si au final, si on le rapporte à plus grande échelle, c'est des problèmes peut-être un peu plus faibles que ce qu'on aurait imaginé. Donc je pense que c'est hyper bien pour donner du poids aux insights. Et dans l'autre sens, c'est hyper bien aussi de commencer par une étude quanti pour ensuite aller creuser certains sujets, et peut-être pas tous, par du quali. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit pertinent ou intéressant de privilégier dans une entreprise exclusivement du quantitatif, même si ça peut être rassurant, je pense, pour beaucoup, de regarder les chiffres et de se dire qu'on a confronté des pistes, des idées, des concepts à un très grand nombre d'utilisateurs. Je ne pense pas que ça c'est pertinent si on ne le couple pas avec de la research quali. Et le cas contraire est totalement le même. Je ne pense pas que c'est pertinent pour une entreprise de passer exclusivement par du qualitatif sans donner du poids et mesurer en tout cas les insights par de la research quanti. Ouais, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi, surtout qu'en fait, si on regarde si on prend du recul, en fait, c'est un peu comme comparer l'UX et l'UI. Ce sont deux disciplines qui sont totalement complémentaires, de la même manière que le quali et le quanti sont nécessaires à la user research en tant que telle. Donc, exactement. Voilà, je te rejoins. Après, j'avais plus une question de l'ordre de la stack technique, c'est-à-dire en fait, quels sont les outils que tu es amené à utiliser concernant notamment la partie quanti. Est-ce que ça va être plus de la data vise? Est-ce que globalement, dans tes expériences passées, en fait, tu as plus travaillé avec des data scientists pour ce genre de mission? Ou est-ce que tu as eu l'opportunité justement de toucher à d'autres aspects très proches de la user research qui est la data analyse? Ouais, sur la data analyse, je ne mets pas encore les mains dedans. Et c'est marrant que tu en parles parce que justement, là, je vais me former en février, je pense, pour comprendre un peu mieux les outils, etc. Sur mes expériences passées, notamment chez Swile, donc moi, je bossais avec des data analystes sur ces sujets-là.
Je peux donner un exemple rapidement. On a cherché à comprendre un peu quelles étaient les habitudes de paiement à l'heure du déj. On a cherché à comprendre quel était l'impact, on va dire, de la situation économique et sanitaire sur le moment du déj aussi, l'impact du télétravail, etc. Donc là-dessus, on marchait du coup en duo avec un data analyst où je lui exposais toutes les différentes hypothèses qu'on pouvait avoir, le problème global qu'on souhaitait creuser, et on a bossé ensemble pendant différentes sessions pour comprendre si le problème était bien tourné, en tout cas dans le bon sens ou dans le sens qui pourrait venir encore une fois nourrir les équipes. Donc là-dessus, moi, sur cette partie vraiment data analyse, je bosse avec des gens chez mes clients. Et par contre, sur la partie questionnaire quantitatif, donc là, plus user research, ça dépend vraiment, encore une fois, du temps qu'on a, du budget qu'on a. Avec Swile, par exemple, on est passé par Question Pro pour lancer un questionnaire en France sur une base de salariés, d'actifs représentatifs français. On peut aussi passer par du Typeform. Ça dépend vraiment du temps et du budget. Donc là-dessus, en tout cas, moi, j'ai pas de méthode ou d'outils incroyables sortis du chapeau. Ça reste assez classique sur ce qui est questionnaire quanti research. Et sur le Cali, je passe encore principalement par des outils assez classiques, c'est-à-dire du look back, qu'on est beaucoup, je pense, maintenant à connaître, qui est un outil qui permet de faire une session de test utilisateur, donc sur mobile, donc sur app ou desktop, à distance avec un utilisateur, de pouvoir le voir et voir son écran et interagir vocalement avec lui. Donc c'est pour moi un peu l'outil de rêve avec, en plus de ça, avec la situation aujourd'hui. Par exemple, là, depuis 1 an, j'ai pas été amenée à parler en face à face direct avec un utilisateur. C'est pas la possibilité du moment. Donc c'est vraiment un outil qui est top pour ça. C'est un outil qui permet aussi aux équipes de suivre la session à distance et en direct. Donc pareil, c'est hyper intéressant pour pouvoir rassembler les teams autour de la research et pouvoir les nourrir vraiment d'insights hyper frais, hyper vrais, non transformés. Donc ça, je trouve ça génial. Et il y a un autre outil aussi que j'ai utilisé, que j'utilise un petit peu moins, qui s'appelle UserByte, qui permet de prendre ces transcripts d'interviews donc en live depuis l'outil, puis de taguer les différentes sessions. Et ça aide ensuite à créer des clusters, des patterns, à essayer à comprendre un peu mieux quels sont les insights qui ressortent le plus ou le plus fréquemment. Et donc cet outil, il était hyper intéressant pour moi dans le cadre de grosses études, donc notamment d'études pour construire par exemple des personas ou des expériences map où on interroge entre 20 et 25 users pendant environ 1 heure chacun. C'est vraiment un outil qui m'a permis de gagner du temps sur l'analyse. Et par contre, pour des research plus quick, enfin vraiment rapide, je passe tout bêtement par du transcript sur un Google Sheets. Et ensuite, je bascule mon analyse sur un autre support. Ça dépend encore une fois du temps que j'ai, des besoins que j'ai aussi en finesse, on va dire, de rendu des résultats. Et dernière chose encore, qui est hyper importante et qu'on a, je pense, pas encore totalement réussi à craquer partout. On a mis en place donc avec Itch notamment Airtable,
qui est un répertoire de données user qui permet vraiment donc, de centraliser tous les insights qui peuvent provenir du coup de n'importe quelle équipe en contact avec des utilisateurs, donc les teams produits, les teams support, les sales même, pourquoi pas. Ça permet vraiment de centraliser tous ces insights, de les taguer et du coup de pouvoir aussi comprendre quelles sont les choses qu'on sait déjà et donc potentiellement qu'on n'a pas besoin de refaire, quels sont les moments de l'expérience au contraire où on a moins d'insights et qu'il faudrait aller creuser. Mais ouais, je pense qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore d'outils complets en tant que UX researcher qui nous permettent vraiment de travailler, on va dire même du recrutement, de la phase de recrutement, jusqu'à la restitution des résultats, que ce soit à très grande échelle, comme ce Airtable, qui permet vraiment à toute la boîte d'avoir de la visibilité sur les insights users. On n'a pas cet outil qui nous permet vraiment d'aller de bout en bout et d'avoir une vision assez claire des moments de l'expérience sur lesquels on a encore des problèmes. Donc voilà, moi je suis un peu en attente de cet outil-là et donc pour l'instant, en tout cas très honnêtement et pour ma part, mes outils sont encore assez archaïques, j'ai l'impression, ou en tout cas assez classiques. Et je pense que le jour où on aura à dispo un outil qui nous permet vraiment de faire de la research, qui est un support research de bout en bout, et qui permet de communiquer, on aura passé un grand pas. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'outils, comme c'est un métier qui est très récent, il n'y a pas forcément non plus des fonctionnalités aussi poussées qu'on souhaite, quoi. Exactement. Tu vois, un UX designer va avoir un Figma, Protopie, enfin bref, des choses quand même qui sont assez ouf. Et nous, on est encore, on est encore avec nos Google Sheets, Google. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui centralise beaucoup plus de fonctionnalités qu'on utilise au quotidien, quoi. Exactement. Et on parlait plutôt donc de ton expérience dès que tu arrives dans une entreprise et en fait comment tu prends contact avec l'ensemble des équipes pour bien comprendre leur mode de fonctionnement en amont. Est-ce que tu as déjà rencontré un cas de figure où tu n'étais pas forcément prise au sérieux, où tu as rencontré, tu sais, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça a été le cas parce que c'est un métier qui est vraiment à la limite entre le marketing et le design, donc en termes de positionnement, j'imagine que c'est assez compliqué par moment. Oui, alors syndrome de l'imposteur, déjà en tant que freelance, je pense qu'on le vit au quotidien. Mais ça, c'est très lié au fait d'être freelance. Après, et ça, je pense que ça parlera à beaucoup ou tous, à beaucoup de du UX, donc UX researcher, UX designer. Je pense qu'il y a au minimum, et quel que soit le client, 30% du temps que je peux passer avec eux, chez eux, qui est voué à faire connaître, faire comprendre, donner, insuffler un peu une nouvelle culture. J'aime pas trop ce mot, mais évangéliser. Forcément, et en fait, ça me paraît normal et naturel vu qu'on est sur un métier extrêmement neuf, nouveau, et comme je te le disais, personne n'est vraiment capable dans une entreprise de donner une définition exacte ou similaire de ce qu'est la research. Et du coup, forcément, il faut donner un petit coup de pouce, un petit coup de main aux gens pour comprendre. Et du coup, là-dessus, moi, j'ai l'impression, et c'est très personnel, mais qu'on ne peut pas attendre d'un client, donc entreprise client, de dire amen à tout et de laisser la porte grande ouverte à la research sans réellement comprendre ce que c'est et les bénéfices que ça apporte. Donc, je pense que ce qui fonctionne le mieux en tant que freelance, encore une fois, et si on passe un moment assez long, en tout cas chez un client, c'est réellement d'adopter une stratégie un peu bottom-up, c'est-à-dire montrer aux équipes
qu'on peut travailler avec de la research, que ça prend pas beaucoup de temps, que ça amène des insights, que ça sécurise la conception, etc. Et je pense qu'on arrive beaucoup mieux à convaincre et à faire grandir la maturité UX ou UX research de la boîte en passant par cette stratégie-là qui est on fait des choses, on fait des petites choses même, et ça donne envie ensuite de faire un peu plus grand, de faire déborder un peu la research sur des sujets peut-être plus marketing, de faire déborder la research sur des phases de conception plus en amont, de plus travailler uniquement sur les produits matures. Je pense qu'il faut réussir à se créer une petite armée de personnes qui vont croire en l'UX Research et en les bénéfices que ça apporte au quotidien pour ensuite pousser un peu les portes et aller plus loin. Mais ça me paraît totalement normal en vue du fait que le métier est très jeune, qu'on ne puisse pas juste arriver... on n'est pas identifié comme pourrait l'être, par exemple, un freelance graphiste ou même SEO. C'est un métier très neuf et donc il faut absolument convaincre et donc être convaincu de ce qu'on peut apporter. Et donc, oui, ça prend du temps. Et je pense qu'il ne faut absolument pas en être frustré. Ou alors, si on en est frustré, il faut aller essayer en tout cas de travailler avec une entreprise qui a un très bon niveau de maturité UX. Mais sinon, pour une grande majorité d'entreprises, il faut y aller. Il faut prouver que ça marche et que ça sécurise les équipes. Yes, hyper clair. Et ben écoute, pour terminer, j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui souhaite débuter en user research. Parler, poser des questions. Je pense que on a un métier d'écoute, on a un métier où il faut être curieux, on a un métier où il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Et donc, si vous avez cette envie-là de comprendre, il faut aller parler, il faut aller creuser sur LinkedIn, sur des Slack, il faut tendre des perches pour lancer des discussions, il faut écouter des podcasts et relancer la personne derrière par message. Je pense qu'on est dans une période où on est tous un peu isolés, sans le vouloir, c'est comme ça va peut-être un petit peu durer. Et je suis persuadée que ça rend un peu les gens plus ouverts aussi à la discussion. Donc pour toute personne qui souhaite se lancer, je pense qu'il faut essayer de décrocher un appel, de faire des petites interviews finalement de la user research sur de la user research pour comprendre un peu quelles sont les méthodes de chacun, comment travaillent les entreprises. Tu vois, moi c'est quelque chose que j'ai fait aussi à un moment. J'ai pas mal parlé avec des UX chez Blablacar, Payfit, plein de startups qui résonnaient un peu en moi, et j'avais besoin de savoir comment les gens travaillaient chez eux, quels étaient les problèmes qui étaient rencontrés, est-ce que c'était les mêmes que les miens ou est-ce que c'en était d'autres. Et ouais, je pense qu'il faut être curieux et il ne faut pas hésiter à taper à la porte des gens pour créer des discussions. Parce que c'est aussi ça qui crée des opportunités, mais surtout c'est ça qui nous permet de nous construire un peu notre patte et de voir vers quoi on veut tendre. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast. J'en profite pour vous informer de la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye toutes les 2 semaines des infos sur le product management et le product design. Je mets le lien en description, c'est hémisphèredroit.substack.com.